Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est à la base même de la série, puisque l'univers des chroniques s'inscrit dans une catégorie d'écriture que l'on appelle la littérature de fantasy, où s'entremêlent la magie, le fantastique et le merveilleux. Nous allons donc aller à l'encontre de celui qui est considéré comme le personnage le plus déterminant de ce courant littéraire, soit l'écrivain John Ronald Reuel Tolkien. Son univers dit tolkienesque a influencé plusieurs générations d'auteurs, dont la mienne, mais avant de vous présenter l'homme et son œuvre, nous allons d'abord nous pencher sur les origines de ce style littéraire que l'on appelle la fantasy. Ce type de littérature aurait ses racines dans la mythologie de l'Antiquité et du Moyen Âge, avec des récits comme l'épopée de Gilgamesh, l'Odyssée d'Homère ou les légendes arthuriennes. Ces histoires légendaires entremêlaient tour à tour les quêtes, les créatures monstrueuses et les interventions divines. Où as-tu dissimulé le Graal sacré? Dans ton cul. Enfin, la collecte des traditions orales par les frères Grimm mena le conte à intégrer les éléments du merveilleux présents dans le folklore. Mais ce fut véritablement au 19e siècle, soit l'époque victorienne, que des auteurs anglais ont créé ce qu'on pourrait appeler la fantasy moderne, qui en fait se serait développée en réaction directe face à la rationalisation découlant du siècle des Lumières et à la sombre influence de la révolution industrielle. C'est en 1858 que l'auteur écossais George MacDonald publia son livre intitulé Fantasme, qui est considéré comme le premier roman de cette fantasy moderne. Cependant, ce style littéraire resta d'abord dans l'ombre, bien que, étonnamment, ce fut au niveau musical que la fantasy connaîtra son premier succès. Avec l'œuvre de Wagner et son anneau de Nibelungen, sorti en 1869, qui s'inspirait de la mythologie nordique et germanique. Son opéra a bien évidemment une grande influence sur le genre. Enfin, c'est au début du 20e siècle que quelques auteurs connaîtront une relative popularité, comme entre autres Lord Dunsany, dont l'œuvre littéraire est plus ou moins connue. Il y a aussi Robert Howard, auteur américain qui créa en 1932 son personnage de Conan le Barbare, qui eut une grande popularité par la suite. À ce niveau, pour les habitués de la série, vous avez sûrement perçu les similitudes entre notre héros Scott McCladim et le barbare cimérien de Howard. Une ressemblance qui, je dois vous avouer, est loin d'être une coïncidence. Mais ce fut finalement John R.R. Tolkien qui s'en créait le genre en solidifiant les bases, tout en amenant la reconnaissance de ce style littéraire. L'immense succès de ses œuvres ont fait de lui le véritable père de la fantasy. John Ronald Reuel Tolkien est né en 1892 à Bloemfontein, en Afrique du Sud, ses parents ayant quitté l'Angleterre quelques années auparavant. La difficulté du climat amena la mère de Tolkien à retourner au pays en 1895 avec John et son jeune frère qui venait de naître, tandis que leur père succomba à une maladie avant de pouvoir les rejoindre. La mère et ses deux fils s'installèrent à Sarr Hall, un petit hameau au cœur de la municipalité de Birmingham, au centre de l'Angleterre. L'endroit plutôt champêtre, entouré des collines verdoyantes de la paisible campagne anglaise, est un paysage qu'adorait Tolkien, ce qui lui aurait inspiré cette image de la comté des Hobbits. Mais sa mère mourut en 1904 dû aux complications liées au diabète. C'est alors que Tolkien et son jeune frère furent confiés aux soins d'un ecclésiastique et durent déménager dans un quartier industriel de Birmingham. C'est un endroit sinistre, d'usines et de manufactures, à l'ombre de deux énormes tours, dont celle d'une station de pompage, ce qui lui aurait inspiré les sombres tours de Sauron et du mage Saruman. La perte prématurée de ses parents et l'obligation de vivre éloigné de cette campagne anglaise qu'il aimait tant mena le jeune Tolkien à se réfugier dans un monde imaginaire, où il développa l'idée que le bien triomphe malgré les tragédies. Et c'est évident qu'il trouva par la suite un certain réconfort dans la lecture et l'écriture. Dès lors, il eut un intérêt marqué pour les contes et les histoires de fantaisie. Influencé entre autres par les récits du roi Arthur et les œuvres de George MacDonald. Et déjà à 7 ans, il avait écrit sa première histoire qui parlait d'un dragon. Élève doué, sa passion pour les langues médiévales et les mythes anciens l'amena à devenir philologue. Une science qui consiste à étudier une langue et sa littérature à partir de documents écrits. Malgré ses origines modestes, il put obtenir, en tant qu'élève érudit, une bourse d'études qui lui permit d'entrer à l'université d'Oxford. Il devint rapidement une sommité dans son domaine, au point où il put finalement enseigner
dans la prestigieuse université où il avait étudié. Tout de même doué pour l'écriture, Tolkien fut publié pour la première fois en 1915 dans une revue universitaire. Mais la Première Guerre mondiale stoppa momentanément ce début d'élan littéraire. En 1916, juste avant de partir pour le front, il se maria avec Edith Bratt, une amie d'enfance, puis se retrouva au cœur d'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire de la guerre, soit celle de la Somme, en France, qui fit 1,2 million de victimes en quelques mois. Tolkien connut ainsi les horreurs de la guerre des tranchées. Son seul réconfort était les lettres qu'il écrivait et recevait de son épouse, ainsi que les rencontres informelles qu'il avait avec certains de ses amis qui étaient officiers comme lui. Ami avec qui, lors de ses études, il avait fondé la communauté du TCBS, le Tea Club Barrovian Society, une fraternité intellectuelle dont les membres avaient largement encouragé Tolkien à s'engager dans l'écriture. Mais la bataille de la Somme fut dévastatrice pour le TCBS. Des 4 membres de cette communauté, 2 furent tués, tandis que Tolkien dut être évacué en Angleterre après avoir attrapé la fièvre des tranchées. Il passa le reste de la guerre à l'hôpital. Et le retour à la vie civile qui s'ensuivit fut tout de même consacré par un événement heureux, soit la naissance de son premier fils. Débutant par la suite sa carrière de professeur, son érudition, sa gentillesse et ses manières amicales en fit rapidement un homme très populaire. Peut-être inspiré par ses années au sein de la communauté du TCBS, il fonda en 1931 le club des Inklings avec son ami Clive Staple Lewis, qui deviendra par la suite l'auteur des Chroniques de Narnia. Les Inklings étaient une fraternité littéraire qui s'encourageait à l'écriture et qui se rencontrait habituellement dans un pub autour d'une bonne bière. On peut supposer que ce temps passé avec les Inklings fut aussi formateur pour le futur écrivain que son temps passé en famille, puisque Tolkien, qui avait une imagination débordante, avait pris l'habitude de divertir ses enfants juste avant d'aller dormir en leur racontant les aventures d'un certain Bilbon Saquet, qui deviendra plus tard son héros du Hobbit. Bah ça alors! Bert! Regarde ce qui est sorti de mon pif! Il s'adonna aussi à la poésie, inspiré par les mythes anciens, ce qui lui permit de développer son univers tolkienesque. Il y eut aussi un moment marquant, soit en 1930, où Tolkien, qui voulait arrondir ses fins de mois, fit de la correction de l'examen. One page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read, so I scribbled on it, I can't think why. In a hole in the ground lived a hobbit. C'est par la suite qu'il aurait débuté la rédaction de son premier roman, rempli de cartes et d'illustrations qu'il avait lui-même dessinées et agrémentées de sa poésie et de cette langue étrange qu'il avait inventée. Après avoir laissé son manuscrit inachevé, une de ses anciennes élèves et amie de la famille en prit connaissance et l'encouragea à le terminer, ce qu'il fit pour le présenter à un éditeur. La suite fait partie de la légende. Le Hobbit fut publié le 21 septembre 1937 et fut un succès immédiat. L'éditeur de Tolkien le pressa dès lors d'écrire une suite, et j'espère bien qu'il était un homme patient, puisqu'il fallut près de 2 décennies de rédaction intermittente avant que ne sorte la trilogie du Seigneur des Anneaux. Cette œuvre épique développait en profondeur l'univers de Tolkien, tout en étant beaucoup plus sombre. Et si avec le Hobbit, Tolkien avait connu le succès, avec le Seigneur des Anneaux, ce fut la consécration. La trilogie devint rapidement un best-seller, tout en étant traduit dans une 40aine de langues. Un peu plus de 10 ans après sa sortie, les livres avaient été vendus à près de 3 millions d'exemplaires. La popularité de son œuvre aurait été due tout autant à l'originalité qu'à la richesse de l'univers qu'il avait mis en place. En fait, ces livres sont le résultat d'un processus de création assez particulier, qui débuta d'abord par l'invention d'une langue et l'élaboration de mythes et légendes d'un monde imaginaire, et ce, avant même la rédaction du récit. Cet univers tolkienesque fut donc l'expression, voire la quintessence, d'une existence empreinte de poésie, de rêves, d'études d'érudits et d'événements traumatisants. Cependant, la plus grande influence sur l'œuvre de Tolkien fut celle des mythes et légendes de l'Europe médiévale. Les récits qui furent les plus importants pour l'auteur furent assurément l'Edda, une des sagas nordiques. Il y a aussi le poème anglo-saxon Beowulf, l'épopée germanique du Nibelungen, et enfin le recueil de poésie mythologique finlandais du Kalevala. Pour ce qui est de l'Edda, elle rapportait les grands thèmes de la mythologie scandinave avec les dieux d'Asgard, mais aussi parlait des créatures telles les géants, les trolls, monstres qui ont fait partie de l'univers de Tolkien. La scène de l'affrontement entre Gandalf et le Balrog
culmine par la destruction du pont de Khazad-dûm, qui est directement lié au Ragnarok, où le géant de feu Surtur détruisit le Bifrost, qui est le pont menant à Asgard, la cité des dieux. La saga évoquait aussi la malédiction de l'or du dragon Fafnir, qui était initialement un nain transformé en cette créature par cupidité, et l'on peut voir le rapprochement du mal du dragon qui afflige le roi nain Thorin et Cuchulainn dans le Hobbit. De même manière, le poème Beowulf mettait en scène un héros guerrier face encore là à un terrible dragon qui semait la destruction après qu'on lui ait volé une partie de son trésor, comme justement Bilbon l'avait fait dans la désolation de Smaug. Gollum aurait incidemment été inspiré par Grendel, l'horrible monstre de ce poème épique. En tant que philologue passionné, les langues étudiées allaient bien évidemment influer sur l'univers de Tolkien. Ainsi, le poème du Kalevala et son ancien parler finlandais fut à la base de la langue des elfes et de celle du Mordor. L'ancien norrois, langue des Islandais, servit aussi à identifier son univers. Dans la mythologie nordique, Midgard était un des 9 mondes de l'arbre de vie où habitaient les humains. Midgard, qui en vieil anglais se prononce Mittelherd, un mot aussi présent dans Beowulf, signifie littéralement Terre du Milieu, qui est justement le nom choisi par Tolkien pour nommer ce monde où évoluent ses aventures. Les personnages importants de ces mythes anciens auront aussi une grande influence sur les héros de ces récits, comme on peut le voir avec le magicien Gandalf, qui, pareil à Odin, parcourait le pays tel un vagabond, et aussi celui du héros de la Kalevala finlandaise, qui est un chaman immortel. On pourrait même aussi voir dans l'hommage l'influence de Merlin l'Enchanteur. Si vous passez pour un connard. Parce que je passe pour un connard. À ce niveau, la légende arthurienne aurait donc aussi eu une influence, avec Dame Galadriel se rapprochant de la Dame du Lac, et Aragorn, qui aurait été inspiré par le roi Arthur. Arthur, le Graal t'est en ira acquérir. Tandis qu'Excalibur, l'épée des rois, pourrait se retrouver dans l'épée d'Arundil, la flamme de l'Ouest, qui prouve les prétentions d'Aragorn sur le royaume du Gondor. Tout comme dans les sagas norroises, les épées magiques ont aussi une grande importance dans l'univers tolkienesque, ce qui m'a éventuellement mené à acquérir Dhor, l'épée magique que Bilbon avait offert à Frodon. La chanson du Nibelungen parlait d'une épée magique brisée qui avait été reforgée, ce qui devenait un lien direct avec Narsil, l'épée brisée d'Elendil, reforgée par la suite pour Aragorn. Le Nibelungen évoque aussi une anneau maudite, et de manière semblable, la poésie mythologique finlandaise racontait, entre autres, les conflits causés par la convoitise d'items magiques, se rapprochant ainsi des tribulations causées par l'anneau de Sauron dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. À ce niveau, une anecdote liée au travail de philologue de Tolkien aura aussi une grande incidence sur son récit. C'est en 1928 que des archéologues trouvèrent le temple romain de Nodun dans le comté de Gloucester, et notre auteur, en tant qu'expert des langues anciennes, y fut invité pour traduire une inscription latine qui était gravée sur une tablette en plomb. Tolkien la déchiffra et l'inscription en question était une formule de malédiction en rapport avec un anneau qui avait été volé. Pas besoin d'en dire plus, on peut aisément voir le rapprochement. Autre aspect important, le site archéologique était sur la colline des Nains, un endroit réputé pour être truffé de mines et de tunnels, ce qui là aussi aurait inspiré l'auteur pour les royaumes nains de la Moria et du Mont Solitaire. Pour ce qui est de la touche un peu plus sombre du récit de Tolkien, il est évident que les drames et traumatismes de son existence auraient eu une certaine influence. Adorateur passionné de la nature verdoyante de la campagne anglaise, Tolkien fut un précurseur de l'idéal environnemental et il détestait l'avancée de la révolution industrielle qui se faisait au détriment des espaces verts. Témoin durant sa jeunesse de ce monde industriel destructeur et ayant habité un misérable logis d'ouvriers, ce décor sordide lui aurait donc inspiré les destructions du mage Saruman, tout comme le verdoyant village des Hobbits exprimait pour lui cet idyllique paysage de la campagne anglaise. Sa participation à la Première Guerre mondiale, où il a perdu 2 de ses plus grands amis, aurait assurément eu une influence morbide sur son œuvre. La scène du passage à travers la plaine des morts est une référence directe au No Man's Land de la guerre des tranchées, tout comme l'auraient été aussi les régions dévastées du Mordor.
Dans une entrevue en 1968, Tolkien y alla d'une explication plus personnelle. If you really come down to any large story that interests people, can hold them attention for a considerable time, or make stories practically always human stories, practically always about one thing, aren't they? Death. The inevitability of death. Donc, cela n'était que de petits exemples, illustrant la complexité et la richesse d'un processus de création qui fut à la base de cet univers dit tolkienesque et qui mena le Hobbit et le Seigneur des Anneaux à faire partie des ouvrages littéraires les plus influents du 20e siècle. Il y a encore une multitude de comparaisons que je pourrais faire, et si cela vous intéresse, il y a de nombreuses thèses universitaires sur ce sujet, et ce dans des domaines aussi variés que la littérature comparée, le médiévisme et même la théologie. Pour en revenir à Tolkien, il prit sa retraite de l'enseignement en 1959, et ce dans la foulée de son succès de sa trilogie du Seigneur des Anneaux, sortie en 1954 et 1955. Mais il n'eut pas pour autant une existence tranquille, puisque sa notoriété était telle que de nombreux fans se mirent à aller le voir à Oxford, et ce dernier, dans sa grande gentillesse, ne put que les recevoir. C'est durant ces années de succès que l'acteur Christopher Lee, qui était un des fans de Tolkien, se rendit au pub de Oxford, le Eagle and Child, là où avaient l'habitude de se réunir les membres du Inkling, et a pu rencontrer son idole et lui serrer la main. Comme il le raconta lui-même dans une entrevue. We were sitting having a beer, and I suddenly saw this figure come in, pipe, just like every photograph, jovial-looking man, and I said, "My God, there's the professor." And one of the people with us said, "Well, I've actually worked for him. I'll try and get him to come over and say how do you do." And he did. He came over and said, "How do you do?" And I said, "How do you do, sir?" And I thought, now, should I kneel or should I... Because I was completely overcome. Great J.R.R. Tolkien. Oh, genius. Christopher Lee, qui par la suite se fit connaître, entre autres, dans les rôles de Dracula, du comte Dooku de la Guerre des Étoiles, et enfin de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, fut le seul acteur de cette adaptation cinématographique à avoir rencontré l'auteur. En 1968, Tolkien finit par s'échapper de la vie trépidante d'Oxford, lorsque les problèmes de santé de son épouse les força à déménager au bord de la mer. C'est là qu'il tenta de terminer son livre du Silmarillion, qui raconte les mythes de la Terre du Milieu. Mais sa femme mourut en 1971. Tolkien, submergé par le chagrin, retourna à Oxford et s'éteignit 2 ans plus tard, soit le 2 septembre 1973, à l'âge de 82 ans. Non sans avoir reçu, juste avant son décès, le titre honorifique de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine Élisabeth II. Son fils Christopher, nommé exécuteur littéraire, mit 4 ans à retravailler le Silmarillion avant de le faire publier à titre posthume. Il fit publier plusieurs œuvres inédites de son père par la suite. L'influence de Tolkien et de son univers est aussi large que diversifiée. D'abord au niveau littéraire, il donna au genre de la fantasy ses lettres de noblesse, tout en inspirant les auteurs de toutes les générations. De son ami Lewis, qui publia Les Chroniques de Narnia en 1950, au Trône de fer de George Martin, sorti en 1996, jusqu'au Chevalier d'Émeraude de l'autrice Anne Robillard, publié au début des années 2000. Outre la littérature, l'influence de cet univers tolkienesque s'exprima à tous les niveaux de la vie culturelle, notamment celui de la musique. Entre autres avec Led Zeppelin et des titres comme Ramble On, qui parle de Gollum et du Mordor, ou The Battle of Evermore, qui décrit la bataille des champs de Pelennor, qui a lieu devant la cité de Minas Tirith. Il y a même un de mes groupes préférés qui, par leur nom d'Amon Amarth, se réfère à la montagne du destin, ce volcan du Mordor où l'anneau a été forgé puis détruite. Évidemment, quand on parle de cet univers tolkienesque, on ne peut passer sous silence le film d'animation du Seigneur des Anneaux, réalisé par Ralph Bakshi en 1978. Mais surtout l'œuvre magistrale de Peter Jackson, avec ses films de la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, qui sont tout simplement incomparables. Film que j'ai déjà écouté des centaines de fois. Une autre influence majeure de l'œuvre de Tolkien a été sur le jeu de Donjons et Dragons, sorti en 1974, soit 1 an après le décès de l'auteur. Bien que Gary Gygax, un des créateurs du jeu, ait grandement minimisé l'influence de Tolkien, on peut aisément croire que ce dernier avait un petit problème d'ego
et qu'il craignait que l'importance de cet univers tolkienesque ne fasse ombrage au génie de sa création. Mais quoi qu'il en ait dit, l'influence de l'œuvre de Tolkien reste sans équivoque. Que ce soit à partir de ces magiciens encapuchonnés, dont Gandalf fut le modèle, ou celui de cette classe des rôdeurs, représentés par Aragorn, cette similitude peut aussi se voir dans le bestiaire du jeu, avec les différents monstres et créatures, notamment avec les orques, les gobelins, les elfes, les nains, mais aussi avec le démon Balor, au lieu du Balrog de Tolkien, le peuple des arbres nommé Trent au lieu des Ents, et même les Alphelins qui remplacent les Hobbits. Tous ces changements de nom ayant été faits pour des raisons juridiques évidentes liées aux droits d'auteur. Pour ma part, cette introduction à l'univers tolkienesque s'est faite peut-être, comme bien d'autres, de manière indirecte, par ce jeu de Donjons et Dragons. Sous cette influence, ma rédaction des chroniques s'est faite comme une sorte de retour aux sources, puisque ma trame narrative est bâtie sur les légendes existantes, celles-là même desquelles Tolkien s'est inspiré. Enfin, cet intérêt pour les mythes anciens est une des nombreuses passions qui me lie à ce grand auteur. Et bien que je ne partage pas son attirance pour l'herbe à fumer des semi-hommes, nous avons tous deux ce grand amour pour ce divin liquide qu'est la bière, et nous partageons ce même plaisir pour la convivialité et le festoiement qui en sont venus à imprégner nos œuvres respectives. Qu'est-ce que je disais? Il ne tient pas l'alcool. Lorsque dans mes rêves les plus fous, je pense à ce que pourrait être une rencontre avec cette idole, voire ce maître à penser qu'est ce cher John Ronald Reuel Tolkien, c'est ainsi que je nous imagine. En attendant le prochain épisode de vos chroniques, je vous souhaite une bonne journée et surtout, du Hobbit au Seigneur des Anneaux jusqu'au Mage de Baël, de bonne lecture.